frères des États, des pays ouest-africains ici présents, Monsieur le Président des ressortissants guinéens de Toronto, je suis effectivement au terme de ma tournée nord-américaine. C'est peut-être le dernier meeting que je vais prononcer, mais je dois commencer par vous dire que j'étais très fier de savoir que vous avez pris la décision d'installer ici à Toronto une fédération de l'UFDG. Je tiens à adresser à tous nos compatriotes vivant ici qui ont contribué à la mise en place de cette structure toutes mes félicitations et je les encourage à s'impliquer dans le combat que mène notre parti pour l'avènement dans notre pays d'une société plus juste, d'une société plus prospère, d'une société capable de créer des opportunités pour ses citoyens, surtout pour sa jeunesse. Le combat que nous avons décidé de mener, c'est justement la mise en place d'un cadre juridique et réglementaire, des infrastructures modernes, susceptibles d'encourager les citoyens guinéens à rester chez eux, à saisir les opportunités pour créer de la richesse et pour participer au développement de leur pays. Je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas à l'étranger parce qu'ils le souhaitent. Mais l'homme est toujours à la recherche du bien-être. Dans notre pays, il n'y a pas beaucoup d'opportunités, hélas. Par manque de politique publique appropriée, le pays est riche. La Providence nous a dotés de tout. Une des meilleures pluviométries de l'Afrique de l'Ouest. Un potentiel hydroélectrique énorme, qui est presque un scandale, le seul concourant. Un scandale géologique, plus de la moitié des réserves de bauxite prouvées sur la planète. Les réserves de fer les plus riches, de l'or, du diamant, mais en plus, une population intelligente et dynamique. Tous ces facteurs réunis, la Guinée ne fait que du surplace, parce qu'on n'a pas eu le leadership capable de mettre en valeur ces ressources et de créer des opportunités pour ces ressources humaines de qualité. Partout, avant et maintenant, où les Guinéens sont allés, ils se sont illustrés par leur dynamisme et par leur intelligence. Beaucoup d'entre vous sont sortis sans passeport, sans nationalité pratiquement, parce qu'il n'y avait aucun document qui le prouve. Beaucoup sont sortis comme ça, ils se sont débrouillés, ils ont fréquenté les meilleures universités du monde et ils étaient brillants. Ceux qui ont fait des affaires, beaucoup ont réussi un peu partout. Là où il y a une compétition impitoyable, les Guinéens se sont illustrés. Mais ils sont obligés de quitter ce pays riche, ce pays verdoyant, ce pays beau, pour aller chercher à vivre dignement, loin de leur père, de leur mère. Ça, c'est choquant. Je dois vous dire que l'engagement politique, personnellement, j'ai vu la Guinée parce que j'ai occupé de hautes responsabilités. Peut-être on va me poser la question, pourquoi je n'ai pas changé la politique. Mais j'ai vu la Guinée perdre des opportunités. J'ai eu la possibilité, compte tenu des fonctions élevées que j'ai occupées, de voir toutes ces opportunités, mais la Guinée les perdait parce que souvent le leadership n'était pas là. Pour transformer tout ce potentiel en richesse au profit de tous les fils du pays, il faut que les dirigeants du pays aient deux choses, deux qualités. La compétence et le sens de la solidarité avec les autres. Je pense que lorsqu'on est la compétence, oui,
lorsqu'on a la compétence, on a le sens de solidarité avec notre peuple. Lorsque les deux conditions se réunissent, on trouvera le moyen de faire de la Guinée un pays de destination des autres citoyens africains et des autres citoyens du monde, puisque comme vous le savez, le monde est devenu un village. Grâce aux moyens de transport, aux moyens de télécommunication, les gens sont à la recherche d'opportunités. Il faut, par des politiques appropriées, créer ces opportunités dans notre pays. Avec toutes ces richesses, je pense que c'est possible. L'élection présidentielle de 2010 avait suscité beaucoup d'espoir, parce qu'on pensait qu'au terme de cette élection, que la Guinée allait changer. Tous les candidats parlaient de changement. Malheureusement, le pouvoir qui a été installé là s'est avéré être incompétent et sans doute manque de volonté politique. D'abord pour réconcilier la Guinée, parce qu'on avait besoin, le premier besoin de Guinée, c'était la réconciliation. Mettre un terme aux frustrations, aux discriminations, fondées sur l'ethnie, fondées sur l'appartenance politique. Vous savez bien que la campagne électorale a été difficile pour beaucoup d'entre nous. L'unité nationale a été malmenée. La stigmatisation ethnique a été utilisée comme terme de campagne. Les gens espéraient qu'une fois l'objectif atteint par le RPG, c'est-à-dire une fois au pouvoir, qu'il allait faire en sorte qu'il suscite la confiance et l'espoir chez chaque compatriote, en se comportant comme le président de tous les Guinéens, président soucieux de l'amélioration des conditions de vie de tous les fils du pays, de la sécurité de tous les citoyens, du respect de la dignité de tous les fils du pays et de la mise en valeur au profit de toute la collectivité nationale de l'énorme potentiel économique. Malheureusement, la stigmatisation, la discrimination et l'exclusion ont continué de plus belle. Avec maintenant, pendant la campagne, c'était un parti, même s'il y avait la complicité flagrante des autorités de transition, mais avec ce qui se passe maintenant, c'est une politique d'un gouvernement supposé être celui du peuple. La Guinée, à tous les égards, a reculé. En termes de développement, il n'y a pas eu d'amélioration des conditions de vie des gens. On a moins d'électricité, on a moins d'eau, on a moins de bonnes routes, on a moins de sécurité et on a moins d'unité nationale. On a moins de justice. On a moins de paix du cœur. On a moins de paix tout court. C'est ça. Personne ne peut le contester. Pourquoi? Il n'y a pas eu de croissance. Malgré l'annulation de la dette, la Guinée a fait un taux de croissance de 2,3%. Lorsque la Sierra Leone à côté faisait 14,8%. La Côte d'Ivoire 9%, le Libéria 9%. 9%, je veux dire, de croissance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la visibilité. Le pouvoir est beaucoup plus préoccupé par la conservation du pouvoir et la répression du peuple que par l'amélioration de leurs conditions de vie. Au lieu de promouvoir une politique crédible de réconciliation, après avoir divisé la Guinée en 4 régions naturelles, après avoir pendant la campagne voulu dresser 3 régions contre une fois au pouvoir, il fallait diviser, faire la partition de Fouta en Rondé et Missidé. Ces politiques ont été menées par le gouvernement de M. Alpha Condé. Les préfets, les sous-préfets sont mis à l'œuvre partout pour semer la division, la méfiance et la haine entre des gens qui ont tout en partage. Des gens qui habitent le même village, qui ont le même sous-préfet,
qui empruntent la même route pour aller au chef-lieu de la sous-préfecture, qui prient dans la même mosquée et qui sont de la même religion. On leur dit, vous n'êtes pas les mêmes. On chasse de ces villages-là la solidarité, la fraternité et l'entraide pour instaurer la haine. Ça, de la part d'un responsable qui assume la fonction de président de la République, de gouvernement de la République, c'est honteux. Alors que ces gens n'ont plus rien. Il faut rappeler un passé lointain pour susciter la revanche des autres. L'UFDG, votre parti, nous nous sommes levés pour combattre ce fléau-là encore. Le problème, c'est que le rôle du parti politique en Guinée, ce n'est pas de discuter, ce n'est pas de sensibiliser pour convaincre les citoyens. Tu dois lutter contre le pouvoir. Tu dois lutter pour avoir des élections transparentes. Tu dois lutter contre l'injustice. Tu dois lutter contre la division de notre peuple. Tu disperses tous ces efforts dans tout ça. Alors que si on avait un État responsable, après les élections, tu prépares les prochaines élections. Tu cherches à convaincre les autres d'adhérer à ton parti. Mais il y a tellement d'injustice, il y a tellement de frustration que ton combat en tant que parti, tu ne fais pas que le combat d'un parti politique dans une démocratie où il faut dénoncer les erreurs périodiques des gouvernances et en permanence. Il faut diviser. Il faut réprimer. Vous savez ce que l'UFDG a subi. Nos manifestations pacifiques pour exiger des élections transparentes. Réprimées dans le sang. 5 à 7 jeunes abattus à bout portant par les forces de l'ordre. Certains n'étaient même pas dans la rue. Ils étaient dans le domicile familial. Aucune enquête. Aucun policier n'est interpellé. Aucune sanction, même administrative, pour suspendre quelqu'un en attendant que le coupable soit identifié. Aucune sanction administrative. Lorsque vous êtes de bonne foi, si vous ne pouvez pas identifier tout de suite le tueur, comme l'armée, la gendarmerie, la police, c'est des corps organisés, chacun est responsable. Si vous voulez mettre fin à l'impunité, mais vous allez au moins sanctionner un responsable, le suspendre, le révoquer. Mais au contraire, non, ils avaient des promotions. Et les parents, le parti n'avait aucun recours. La justice est inféodée au pouvoir. On dit de les attraper, même dans les domiciles. On les prend, on les juge, on les condamne. 6 mois, 1 an. Nous avons souffert. Pas physiquement. On a souffert physiquement parce qu'on a pris notre dose de gaz lacrymogène, parce qu'on était devant dans les manifestations. Mais on a souffert de l'injustice. De voir ça, vous n'avez aucun recours. On frappe les gens, on frappe les femmes, on renverse leurs marmites, on arrête les jeunes, on les emprisonne, on les juge, on les condamne. Parce qu'ils sont, pour être décents, ils sont militants de l'UFDG. Vous n'avez aucun recours. Et les enfants continuent à se battre. Nous avons continué à organiser des manifestations pour exiger le respect des droits humains, pour exiger le respect des règles et des principes démocratiques dans notre pays. Ce n'est pas facile. Nous sommes confrontés parfois à des épreuves difficiles qui ne sont pas que physiques. Vous ne dormez pas, vous êtes le leader, vous maigrissez, parce que vous n'avez pas de solution. On vous envoie les cadavres des enfants, on vous les met dans votre cour. Les mamans viennent pleurer. On a arrêté mon enfant chez moi. Il est à la gendarmerie. Aidez-moi, je dois le racheter à 500 000. Si je ne les ai pas, ils vont le déférer. Et moi, j'habite au Anindara. Il faudra aller tous les jours à la maison centrale, à Kalou. C'est pas facile.
nous sommes battus pour que notre pays soit un pays démocratique, pour que les suffrages des électeurs soient respectés et soient crédités à celui pour lequel ils ont voté. Nous ne l'avons pas obtenu. On est allé au dialogue, on a obtenu des engagements qui n'ont pas été respectés. Nous sommes allés aux élections. Nos gens se sont battus. Tout a été fait pour empêcher les militants de l'opposition de voter. Ils ont refusé de les recenser. Lorsqu'ils ont été recensés, ils ont eu leur récépissé. On a refusé de les intégrer dans le fichier. Et lorsque le pouvoir a compris que l'opposition venait aux élections, l'UFDG en particulier, ils ont décidé de tout faire pour empêcher nos militants de voter. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le 6 septembre, alors que les élections étaient prévues le 24, ils décident de modifier complètement la cartographie électorale. Les gens sont placés à 15, 20, 50 km de leur bureau de vote. Ils ont tout changé. Ils ont réduit dans la circonscription de Mali les bureaux de vote de 100. À Mamoun de 90. À Dinguiraï de 100. À Gawal de 30. À Koundara de 20. À Ledouma de 14. Et réaffecter maintenant les villages à 15, les villages à un bureau de vote situé à 15, 20, 30, parfois même 50 km pour que les gens ne votent pas. Alors que la pratique, la règle, c'est qu'un électeur ne doit pas être à plus de 5 km de son bureau de vote. Malgré tout, lorsqu'on a décidé de voter, les gens se sont battus. Ils allaient la veille dans le village où se trouvait leur bureau de vote, en bande organisée, en chantant le FDG. Ils sont allés, ils ont passé la nuit, ils ont voté, ils ont sécurisé. Nous avons pu avoir 37 députés. C'est loin, très loin de refléter le poids réel de l'UFDG. Parce que croyez-moi, votre parti est aujourd'hui une force politique redoutable, de par le nombre et l'engagement de ses militants. Ceux qui avaient été trompés, ceux qui avaient été corrompus, ceux à qui on avait fait des promesses, ou ceux qui ont pensé tout simplement, comme Alpha était professeur de droit, il est résidé longtemps en Europe, qu'il allait être le père de la démocratie et qu'il avait soutenu. Aujourd'hui, tout le monde a désenchanté. M. Bongora vous en a parlé. Il était de ceux qui ont soutenu Alpha. Mais il y a beaucoup comme lui, qui n'ont pas occupé de hautes fonctions. Lui, il a été préfet à Mamoun, préfet à Bouquet, membre du bureau politique du PIB. Mais il y a beaucoup de gens qui ont soutenu au deuxième tour le professeur. Aujourd'hui, je ne dirais pas tous, mais l'écrasante majorité d'entre eux seraient venus à l'opposition. Aujourd'hui, je puis vous dire que si on a une élection transparente, le candidat de l'UFDG a toutes les chances de passer dès le premier tour. Si parce que les gens ont compris, nous avons une crédibilité. Ils savent que lorsqu'on dit quelque chose, on y croit. Parfois c'est difficile au début. L'idée à lui, il faut dire c'est la politique, dis tout ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, tu dois le dire. Mais finalement le mensonge court, mais la vérité finit par rattraper le mensonge. Aujourd'hui, votre parti, notre parti, est vraiment crédible, à l'intérieur comme à l'international. Mais je sais, tous les observateurs honnêtes savent aussi que l'UFDG peut gagner au premier tour si les élections sont transparentes. Mais Alpha Condé et l'UFDG aussi le savent. Et comme ils ne veulent pas renoncer au pouvoir, se soumettre au verdict des urnes, eh bien, ils feront tout pour organiser une fraude massive. Et c'est pourquoi je dis qu'on va mener la guerre contre la fraude avec les militants qui arrivent
de toutes les régions, de tout le pays, cette guerre contre la fraude pour des élections transparentes, nous la ferons. Je le répète sans complexe, parce qu'on a voulu déterminer les choses, qu'on a lancé un appel à la guerre civile ou à la guerre entre les ethnies. L'UFDG a suffisamment donné la preuve de son attachement à la paix, à l'unité nationale. Vous le savez. Ce n'est pas dans notre vocation, ce n'est pas dans notre tempérament, ce n'est pas dans les habitudes de l'UFDG de provoquer la guerre, d'inciter à la guerre. Au contraire. Mais il est arrivé un moment où l'UFDG ne renoncera pas à ses droits. Nous ne pouvons pas laisser faire le pouvoir ce qui a été fait pendant les élections législatives. Nous allons lutter pour qu'il y ait des élections transparentes et que le vainqueur soit proclamé vainqueur. Et je suis d'accord, je suis convaincu que vous êtes d'accord avec nous. On a transformé nos propos, dire qu'on a appelé à la guerre. Nous avons des adhérents aujourd'hui. Et puisque nous allons mener ce combat, vous l'appelez le combat, la lutte ou la bataille contre la fraude, pour le respect des règles et des principes démocratiques, eh bien, nous allons le faire. Si ceux qui veulent organiser la fraude sont déterminés à la faire, nous serons déterminés à la combattre jusqu'à ce que la vérité triomphe. La vérité des jours soit la règle. Donc, mes chers compatriotes, je voudrais vous lancer un appel. Ce combat, c'est le vôtre. C'est pour notre pays qui a tant souffert. Soyez convaincus que l'UFDG sera le parti par lequel le changement tant espéré par notre peuple va enfin arriver. Nous allons mettre en place l'état de droit, moderniser notre administration, mettre fin à la corruption, au laxisme et à l'impunité dans l'administration, pour que l'administration soit au service des citoyens. Vous savez dire quel est le secret? C'est d'abord par l'exemple. Parce qu'il nous faut un leadership capable de faire don de sa personne à la collectivité nationale, en donnant l'exemple pour être fondé à sanctionner le laxisme, la corruption et l'impunité. Il faut qu'on travaille sur une base, comme qu'on soit, vous êtes dans un pays où le droit est sacré. Dès que vous violez le droit, vous payez. Il y a un coût pour vous. En Guinée, il n'y a pas de coût. C'est dans Marisabou. Ça y est. Nous allons être le parti qui va défendre tout le monde. Ceux qui ont du sabou et ceux qui n'ont pas seront défendus. Par l'application rigoureuse de la loi. Par l'application rigoureuse de la loi et des règlements. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où on a perdu toutes les valeurs. Tout le monde est à la recherche des faveurs du chef. Il faut d'abord que le chef refuse ça, la démagogie. Il faut qu'il veille à son comportement, au comportement de ses ministres, parce que c'est lui qui est responsable devant le peuple, à celui de ses préfets. Les règles vont être définies, les missions précisées. Chacun est chargé d'appliquer la politique du gouvernement dans le respect des règles et des procédures et dans le respect des lois de la République. Parce que c'est ça qui protège. Donc, vous savez, lorsqu'on a dit la priorité numéro 1 de l'UFDG, lorsqu'on va accéder bientôt, je l'espère, au pouvoir, c'est de mettre en place l'état de droit et d'améliorer la gouvernance. Mettre en place un cadre juridique réglementaire clair, faire en sorte qu'il y ait une justice indépendante qui puisse être le recours d'abord pour le citoyen. Ensuite, pour l'entrepreneur, les entreprises, les investisseurs étrangers, que la justice soit au service du droit. Ça, dans un État moderne, le climat des affaires ne peut s'améliorer que s'il y a une justice et un recours. S'il y a des infrastructures modernes, donc il y a de l'électricité de bonne qualité,
à un bon prix. Ça améliore la compétitivité de l'économie et ça favorise l'accès des citoyens, des entreprises à cette électricité-là. Ça améliore les conditions de vie de tout le monde. Mais les industriels aussi. Il faut qu'on ait des infrastructures de transport modernes. Un port qui marche, où les délais et les coûts sont maîtrisés, des routes praticables à toute saison, faire en sorte que chaque préfecture soit désenclavée par une route bitumée. C'est possible, les études existent, c'est faisable. Faire en sorte que l'accès à l'eau potable soit universel, en mettant en œuvre des programmes de modernisation, aussi bien au niveau de l'hydraulique urbaine qu'au niveau de l'hydraulique villageoise. C'est possible. Il y a beaucoup de bailleurs de fonds dans le secteur de concentration, c'est l'accès à l'eau potable. S'il y a un gouvernement crédible, avec des cadres compétents, une capacité d'absorption des financements extérieurs renforcée, je vous assure que ces choses-là, l'accès à l'eau potable, ça peut être réglé définitivement pour tout le monde dans un délai de 5 ans. Ce n'est pas compliqué. Pour le monde rural, il s'agit de faire des forages. Pour les villes, il s'agit de faire de l'adduction d'eau. Il y a suffisamment d'eau en Guinée. Il s'agit de la capter, de la traiter, de la transporter, de la distribuer. Ça, on peut le faire. Il y a un autre mal dont souffre notre pays. Le système éducatif, la qualité de l'enseignement. C'est fondamental. Il faut reformer l'enseignement. Améliorer la qualité de l'enseignement pour que les jeunes Guinéens accèdent à un enseignement de qualité, surtout un enseignement de base. De qualité, c'est important. Parce que vous savez, le monde est devenu un village. Mais même au sein de la CEDEAO, on a pris des engagements. Il n'y a pas de discrimination entre les citoyens de la CEDEAO dans le marché de l'emploi pour l'installation des entreprises. C'est écrit noir sur blanc. Mais si vous ne formez pas bien vos jeunes, vous allez importer des cadres, importer de la main-d'œuvre qualifiée, alors que vous êtes en train de souffrir d'un chômage insoutenable. Parce que vous ne pouvez pas obliger une entreprise aujourd'hui à recruter un Guinéen, parce que les Guinéens, lorsqu'il y a un Sénégalais à côté qui peut faire mieux le travail, l'entrepreneur cherche l'efficacité, ce n'est pas la nationalité qui va être son critère. Donc c'est d'abord notre intérêt d'améliorer le système éducatif, parce que l'exploitation, les mines de Guinée vont être exploitées. On ne peut plus rien, quel que soit le pouvoir, le marché mondial a besoin de ce minerai-là maintenant. Le minerai de fer de Guinée, en 1970, dans les années 70, c'était un choix, l'arbitrage entre le Brésil et la Guinée. Compte tenu des risques qui existaient en Guinée, ils ont décidé d'investir au Brésil. On ne pouvait pas exploiter les deux. Nemba Simandou et... comment elle s'appelle la mine au Brésil, on ne pouvait pas les exploiter ensemble. Le choix a été fait pour aujourd'hui, cette mine-là au Brésil est épuisée. Les mines de fer, il y en a encore en Australie, mais la qualité du fer qu'il y a en Guinée, ça n'existe nulle part. C'est pourquoi il y a cette bataille pour le contrôle du Simandou et du Nemba. Donc, si nous n'avons pas de gens bien formés, à côté de la Côte d'Ivoire, ils ont des ouvriers parce qu'ils ont eu un système éducatif plus performant au Sénégal. Il faut, si vous ne pouvez pas par des lois, par des décrets protéger l'emploi guinéen. D'abord, ce serait en violation des engagements de la Guinée vis-à-vis de la CEDEAO, de dire que voilà, les emplois sont revenus, on ne peut pas discriminer un citoyen normalement ivoirien, sénégalais, béninois, lorsqu'il y a des offres d'emploi. Nous avons déjà un passeport CEDEAO, nous voulons aller à l'intégration complète et on ne va pas, la Guinée ne va pas rester à l'écart. Donc il faut rendre notre jeunesse compétitive par la qualité de l'éducation qu'on lui donne, par la qualité de l'enseignement qu'on lui dispense, pour que, en Guinée ou ailleurs, que nous puissions avoir des jeunes compétitifs. Donc le système éducatif est fait partie des priorités. Bien sûr, je parlais des infrastructures, de l'état de droit, les infrastructures, le système éducatif et l'agriculture. L'agriculture doit être une priorité, l'agriculture paysanne. Quelles sont les filières qu'on peut développer, où on a des avantages comparatifs
s'agit pas de se jeter comme ça à l'eau, on développe tout. On a beaucoup de potentialités, mais il faut sélectionner, voir dans quelle filière on a des avantages comparatifs et investir intelligemment et judicieusement dans ces secteurs-là pour qu'on importe ce qu'on ne peut pas produire, mais qu'on exporte suffisamment pour importer ce dont on a besoin. On peut avoir une agriculture équilibrée, on peut exporter du café, du cacao, on peut exporter de la pomme de terre pour importer du riz et de l'huile. On n'est pas obligé de tout produire, mais tout ce qu'on peut produire, on peut le produire aussi, mais il s'agit de voir quelle est la filière dans laquelle nous avons suffisamment d'avantages comparatifs. En la développant, on peut avoir une agriculture compétitive, exporter suffisamment vers le reste du monde pour importer les biens dont on a besoin. Alors, je voulais vous parler de ce programme parce que je sais que c'est priorité. On ne fait pas la politique. On ne demande pas d'aller au pouvoir pour le pouvoir. Nous voulons changer la situation des Guinéens. Améliorer leurs conditions de vie. Leur garantir la sécurité et le respect de leur dignité. L'égalité des citoyens devant la loi. Faire une véritable séparation du pouvoir et peut-être réduire le pouvoir de l'exécutif. Pourquoi pas? Pour que, voilà, il y ait... Parce qu'aujourd'hui, l'exécutif a tous les pouvoirs. Voilà un peu quelques mots. Je ne veux pas vous ennuyer avec les détails. J'en ai beaucoup. Parce que j'ai eu une petite expérience des problèmes de l'État, des différents secteurs, les politiques sectorielles, les stratégies à mettre en place dans chaque département. Et naturellement, la bonne gestion, l'amélioration de la qualité de gouvernance, de la gouvernance dans tout. J'ai parlé des infrastructures, mais l'électricité,